Lundi 18 décembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour votre émission L'Actu en débat, une émission hebdomadaire qui vous décrypte l'actualité en 26 minutes. Ce soir, nous allons évoquer la sortie du chef terroriste Iyad Agali qui a fait une vidéo de plus de 20 minutes la semaine dernière, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et ensuite, nous parlerons du Niger qui, après le sommet de la CEDEAO, les événements sont accélérés ou en tout cas, plus ou moins, il y a eu beaucoup de déclarations pour évoquer ces différents sujets avec moi sur ce plateau, M. Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune. Bonsoir, M. Kalambri. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et Massiré Diop du quotidien L'Indépendant. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je le disais tout de suite au sommaire, il a mis fin à un silence de plus de 2 ans. Sa dernière sortie remontait à août 2021. Dans une vidéo postée mardi dernier, le chef du groupe terroriste de soutien à l'islam et aux musulmans, Iyad Agali, s'est exprimé pendant plus d'une vingtaine de minutes. Une première question pour vous, M. Kalambri. Quelle est votre analyse de cette vidéo, de cette sortie? Il y a deux choses. La vidéo nous prouve d'abord qu'il y a des vivants, parce qu'à un moment on le disait, soit mal en point, soit décédé, mais ça veut dire déjà qu'il est vivant. Mais ensuite, il n'y a pas trop d'évolution dans son discours, ou du moins on ne voit pas la sincérité dans le discours. Vous savez, avant il disait, lui, il n'est pas engagé dans un mouvement irrédentiste. Son combat, c'est pour la religion. Si la France part, lui n'a aucun problème avec nous. Maintenant, la France part, il revient et dit il faut que les Russes partent également. Donc finalement, on ne sait pas exactement jusqu'où on peut lui faire confiance. Et je pense que le premier message qu'il a voulu faire passer, c'est de dire, un, je suis vivant, deux, je reste, disons, avec ma capacité de nuisance et de frappe, et trois, compter avec moi. Donc, mais en ce sens-là, est-ce que son discours a véritablement dévié? Parce qu'il a rappelé aussi, ce qu'ils veulent, c'est l'instauration de la charia sur toute l'étendue du territoire. En ce sens-là, le discours n'a pas véritablement dévié. Non, ça n'a pas dévié, mais un moment, disons, peut-être sans mettre trop de bémol, il disait... même la charia n'y tenait pas trop. Il disait il faut que les kafrs qui sont les Français partent. Si eux partent entre nous, on peut s'entendre et on peut s'entendre sur les principes de l'application de la loi islamique. Mais en tout état de cause, je pense qu'il a un agenda caché qu'il n'a pas révélé. Très bien. Alors, vous, M. Diop, on ne sait pas encore quand est-ce que cette vidéo a été tournée, mais on présume qu'elle a été, du moins après la prise de Kidal. Comment analyser le timing de la publication de cette vidéo? Bon, vous savez, je rejoins le grand frère dans ce qu'il a dit, hein, c'est-à-dire que d'abord c'était pour montrer véritablement qu'il est toujours vivant. Et puis il y avait beaucoup de débats autour de son mouvement ou bien de son groupe. Est-ce qu'il était toujours le chef? Est-ce que c'est lui qui a encore le contrôle? Comment ça se passe, les relations avec les IGS? Parce qu'à un moment donné, on entendait que ça commence à... C'est-à-dire qu'entre eux, ils commencent maintenant à s'entendre. Et comment ça se passe avec l'État? Comment ça se passe avec les mouvements séparatistes? Donc, il y avait tout ça. Donc, cette sortie, c'était peut-être une sorte de clarification de ses objectifs. Est-ce qu'il a clarifié tous ces aspects? Certainement pas, certainement pas. Vous savez, le discours, il y a toujours ce qu'on peut retenir, et un autre côté qui est surtout une sorte de code qu'il lance, et certainement c'est acquis de droit. C'est pas destiné vraiment au grand public. Est-ce que vous voyez? Donc là, quand même, il a clarifié d'abord qu'avec l'EIGS, avec Daesh, les relations sont toujours conflictuelles. Sont toujours considérés comme des ennemis. Exactement. Et que
le fait de se féliciter déjà, de se dire que nous étions les plus engagés à chasser la France, la MINUSMA et consorts, ça déjà, ça montrait un peu qu'ils sont toujours dans la dynamique avec la nouvelle coopération bilatérale avec la Russie. Et de deux, avec les mouvements séparatistes, on voit toujours cette sorte de frontière, même si c'est encore très minime. Parce que tout de suite, il a voulu dire qu'il n'est pas en relation avec eux dans les actions ou les opérations qu'ils mènent. Vous voyez, donc c'était un peu pour clarifier tout cela. Mais certainement qu'il y a des non-dits. Et c'est là où maintenant qu'il faut moi je pense que c'est un discours en tout cas qu'il faut c'est une occasion en tout cas pour les services de renseignement ou pour l'armée, tout ça, ce sont des messages qu'il faut pouvoir décrypter et certainement prévenir des assauts et tout ça qui peut-être le mouvement aurait l'intention de mener. Alors, il a aussi déclaré qu'il va y avoir un changement dans le conflit, dans le Sahel. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement entendre par cela et aussi les relations notamment avec les pays de l'AES? Est-ce qu'on peut se dire qu'il considère la mise en place de l'AES comme étant une menace existentielle pour son groupe finalement? Du moins une menace supplémentaire, parce que clairement, comme Massiré vient de dire, il n'a pas baissé les armes par rapport à l'IGS. Mais en plus, oui, le message est à plusieurs niveaux, donc forcément à plusieurs destinataires, mais en tout état de cause, pour le grand public, il réaffirme qu'il a sa force de frappe, qu'il est encore opérationnel et qu'il reste maître de son agenda. Mais oui, de façon générale et surtout au vu de ce qui se passe sur le terrain. Pour moi, les questions ne sont pas est-ce qu'il est encore capable de manœuvre, mais véritablement qui le protège, comment ça se passe, parce que normalement, ce n'est pas un terrain, disons, normalement, toute la zone devrait lui être hostile maintenant. On a vu l'Algérie qui a fait un communiqué à la limite pour marquer sa solidarité avec le Mali dans la nouvelle dynamique. On a vu les hostilités qu'il avait déjà, tout moins officiellement, avec les séparatistes. On a vu les affrontements avec les GIE. Donc finalement, on se dit il n'y a pas d'endroit sûr pour lui actuellement. Mais or, quand il communique comme ça, c'est d'abord qu'il se sent en sécurité et qu'il se sent suffisamment sûr pour passer un message. Donc, pour moi, la grande question, c'est de savoir où il est. Et son groupe reste toujours tout de même très dangereux. Oui, il y a eu des attaques qui ont été encore menées récemment. Bien sûr. On a vu le cas de Farabougou, on a vu, je crois, le cas de Niafunke. Ce sont des attaques qui montrent vraiment que son groupe est encore actif. Est capable de se déplacer. Voilà, est capable de se déplacer, même au-delà des zones qu'on peut, par exemple, dire que ce sont ses zones de prédilection. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça montre en fait qu'il est toujours actif, qu'il a toujours, comme l'a dit le grand frère, une capacité de nuisance. Et que maintenant, au lieu que ce soit lui qui vienne chercher, ce sont plutôt aux gens de continuer d'activer les recherches sur lui. Sinon, certainement qu'il passera à d'autres offensives. Alors, dans ce discours, il y a aussi des visées politiques, notamment des éléments de langage qui reprend en évoquant les exactions qui sont commises. Donc, on sent les éléments de langage d'abord employés par les Occidentaux, ensuite par les groupes armés, rebelles d'abord, et maintenant eux aussi qui reprennent ces éléments de langage-là. Quel est le message qu'ils souhaitent faire passer à travers cela aussi? En fait, là, c'est pour rassurer les populations. Vous savez, les groupes terroristes, vous savez, les niveaux de lecture varient énormément. Quand on est de ce côté-ci, à Bamako, on plaint les gens qui vivent dans ces zones. Mais eux vous disent, on n'a plus les eaux et forêts, on n'a plus les gendarmes, on n'a plus tout ce qui raquettait. Et les groupes terroristes, disons, s'efforcent
de donner l'image des gens qui viennent les protéger, qui veulent juste qu'ils vivent en bonne intelligence et qu'ils respectent les lois divines. Donc, c'est ça. Voyez-vous, nous, on ne fait pas ça. C'est l'État, c'est les forces armées régulières, ainsi de suite. C'est un discours bien connu, destiné à rassurer les populations qui finissent souvent d'abord par peur, elles se soumettent, ensuite à force de relations sociales, parce que si vous voyez, dès qu'ils arrivent quelque part, ils s'efforcent de connaître les dynamiques sociales, d'épouser des femmes et de s'infiltrer de manière à ce que, à la limite, il y ait assez de complicité pour que les gens ne les dénoncent pas. Vous partagez cet avis, M. Diop? Tout à fait, je partage vraiment cet avis. C'est un discours connu, c'est en fait, pour ne pas dire une redondance, c'est une rhétorique, quoi. C'est habituel chez eux de se dire qu'ils sont du côté de la population parce qu'ils savent que leur salut vient de là. Si la population ne coopère pas avec eux, d'abord c'est à leur risque. Et ensuite, secondo également, ça ne leur empêchera pas de mener un peu leurs actions. Donc, ce qu'il faut, c'est, comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est un message en tout cas à prendre très au sérieux et de travailler maintenant pour essayer de faire en sorte qu'elle ne c'est-à-dire qu'elle ne se manifeste pas avec ses effets les plus violents, c'est tout. C'est un message donc vraiment à prendre au sérieux. Alors, il n'y a pas eu de réaction officielle de la part des autorités, ce qui n'est pas étonnant, mais on a vu que fin novembre, en tout cas, la justice malienne a ouvert une enquête contre un certain nombre de personnes, notamment Yadagali. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle dynamique qui est enclenchée par les autorités en ce sens-là par rapport à la lutte contre le terrorisme? Le tout est de voir, disons, quelle est notre capacité à traquer Iyad. Parce que quand même, il est là depuis des années. Moi, j'aurais compris que s'il était déjà au maître de la justice, qu'il y ait une enquête, en tout état de cause où il y a des choses qui lui sont imputables. Mais les enquêtes vont aller où tant qu'on ne l'a pas. Donc, peut-être que c'est dans la ligne de respect des règles des droits de l'homme et surtout pour mieux cibler les enquêtes qu'on a fait. Ça, pour moi, c'est assez précipité. Disons, l'idéal, c'est vraiment la traque aujourd'hui. Il faut le traquer, pouvoir mettre la main sur lui, qu'il réponde de tout ce qu'on lui reproche. Parce que tant qu'il n'est pas dans les mains, les enquêtes n'avanceront pas du tout. Il y a des gens qui savent des choses, mais qui, par peur justement, ne vont pas parler. Précipité aussi, ou on peut faire les deux en même temps? Bon, c'est un peu difficile parce que moi, j'aurais pensé qu'il était depuis très longtemps, d'ailleurs, entre les mains comment dirais-je, recherché par la justice. Déjà que c'est un terroriste qui a son nom inscrit un peu dans les grandes organisations et tout ça. Donc, tout le monde le traque. Ce n'est pas que les autorités maliennes. Donc, moi, je pensais que c'était avant. Et là, je me disais que peut-être qu'ils avaient des éléments, en tout cas nouveaux, qui puissent peut-être faire en sorte qu'on lance un peu cette enquête. Mais jusque-là, l'enquête a été lancée et il court toujours. Pas qu'il court, mais il ose même s'afficher et faire des vidéos. Là, ça montre quelque part que il y a quand même anguille sous roche. La question que je me posais quand j'ai vu l'enquête, c'était est-ce que quelque part ce n'est pas vouloir fermer des portes ou monter les enchères? Le dialogue national et d'autres instances ont toujours dit dialoguons avec eux. Alors, en ouvrant une information tout de suite, est-ce que c'est pour fermer la porte au dialogue? Est-ce que c'est pour l'obliger à venir à la table de négociation? Ça, c'est des questions qui restent en suspens également. Alors, le dialogue est très important parce que durant les différents forats qui ont été quand même organisés, beaucoup de participants, sinon la majorité même, allaient dans le sens d'ouvrir un dialogue avec les extrémistes, surtout ceux qui sont maliens. Donc maintenant, avec cette nouvelle donne, quelle est l'issue
ou bien qu'est-ce qui sera fait de cette demande? Est-ce que ça veut dire que cette demande est carrément terminée ou c'est une nouvelle perspective qui s'ouvre? Très bien. Alors, dialogue toujours ou manque de dialogue, c'est selon. Nous allons passer au deuxième thème de la soirée, le Niger, où le feuilleton se poursuit. Après le sommet du 10 décembre de la CEDEAO, il y a plusieurs épisodes encore que nous pouvons notamment évoquer. Il y a la CEDEAO qui a d'abord reconnu, quelques jours plus tard après son sommet, que ce qui s'est passé au Niger était un coup d'État. Donc, suspension de la CEDEAO, de ses instances. Il y a la Cour de justice aussi de la CEDEAO qui réclame la libération immédiate du président déchu Mohamed Bazoum. Il y a les États-Unis où il y a eu une visite là-bas où eux aussi conditionnent la reprise notamment de leur collaboration avec le Niger. Et il y a eu cette déclaration hier du général Tiani par rapport à tout ça. Première question pour vous, M. Diop, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il y a eu depuis le sommet du 10 décembre Niger-CEDEAO? Bon, moi je me dis, est-ce que, quelque part, le fait nouveau, c'est surtout le fait d'avoir reconnu que ce qui s'est passé au Niger, c'est un coup d'État. Et vous savez, généralement, les sommets, c'est pour entériner. C'est pour entériner des recommandations qui ont été déjà prises quelque part. Et là, la CEDEAO entérine officiellement la... Et vous vous souvenez, difficilement on peut clôturer ce chapitre-là. Parce qu'il faut quand même lire entre les lignes. Avant le sommet de la CEDEAO, il y a eu, je crois, la rencontre des ministres. Et c'est au cours de cette rencontre qu'il a été demandé au chef d'État de reconnaître que ce qui s'est passé, c'est un coup d'État. Et que vraiment de travailler à faire en sorte que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Maintenant, vous vous souvenez, quelques jours plus tôt, il y a eu, je crois, je ne sais pas si on peut appeler ça arrêt, en tout cas une décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui demandait toujours le rétablissement du président Bazoum. Donc, comment interpréter maintenant tout cela? C'est ça aujourd'hui le gros problème. Mais pour moi, l'essentiel en tout cas, c'est que la demande reste toujours d'actualité, que le Niger, en tout cas, retrouve l'ordre constitutionnel. Pour moi, c'est ça un peu qui demeure la constance. Maintenant, tout le reste... D'une transition courte. Donc, on entérine aussi. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la demande quand même, la demande aujourd'hui, ce qui est constant dans toutes ces déclarations, c'est que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Maintenant, la manière, comment dirais-je, les moyens pour y parvenir, ça c'est autre chose. Parce que vous avez vu qu'ils ont quand même toujours, c'est-à-dire la menace même d'intervenir militairement reste brandie. Parce qu'ils disent que s'il n'y a pas de progrès, ils vont non simplement accroître les sanctions, et en plus de ça, ils n'écartent pas définitivement l'option militaire. Donc, c'est pour ça que je dis le fond maintenant, c'est la demande que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Alors, au retour à l'ordre constitutionnel, c'est le principal point d'achoppement entre les dirigeants au Niger et la CEDEAO. Pour un assouplissement d'ailleurs des sanctions, la CEDEAO a mis en place un préalable, la libération du président Bazoum, du président déchu Mohamed Bazoum, mais également aussi la mise en place d'une transition courte. Hier, dans son discours à la nation, le premier, en tout cas à la veille de l'indépendance, c'était le premier qu'il a eu à faire, le président du CNSP, Tiani, a fait savoir qu'ils n'accepteront aucun chantage ni aucun préalable, ce qui veut dire que c'est le bras de fer qui va se poursuivre finalement. Maintenant, c'est dit, vous savez, la CEDEAO ne prendra aucune décision qui soit bonne. Ça, c'est déjà son point faible. Ensuite, je me suis amusé à voir l'évolution de Tiani quand la CEDEAO a menacé la première fois. Dans son discours, il a dit, voilà, vous voulez venir humilier l'armée nigérienne. Maintenant, vous voyez, il a pris de l'assurance, il a pris des galons, il menace. Avant, il était dans une position, ne venez pas nous humilier.
Maintenant, il a dit, voici nos conditions pratiquement. Mais oui, la CEDEAO, je disais, ne prendrait aucune bonne décision. Quelle que soit la décision et sa posture, elle sera mauvaise. Parce que le premier problème qu'on constate, c'est que les chefs d'État, disons, la CEDEAO n'est pas un mouvement uni et homogène. Les chefs d'État de la CEDEAO ne parlent pas ne sont pas alignés sur les mêmes positions. Je pense que c'est vraiment le président togolais qui a travaillé à rassurer tous ces gens, à leur donner de l'assurance et certainement qui est en train de travailler, disons, à leur donner les moyens de se défendre contre la CEDEAO. Mais en tout état de cause, je pense que la CEDEAO, oui, va devoir toute honte but s'aligner et suivre le Niger parce qu'elle n'a pas d'autre solution. Elle n'a pas d'autre solution, mais s'aligner sur le Niger, ça peut aussi éventuellement avoir un impact, notamment sur le Mali, le Burkina. On sait qu'en 2024, les élections qui doivent normalement se tenir, même si au Mali on a parlé d'un report. Est-ce qu'en prenant en compte aussi ces différents pays-là, ce qui pourrait amener la CEDEAO à prendre une position encore plus dure? Mais non, vous voyez, la CEDEAO, si vous prenez le cas du Mali, la CEDEAO a dit une transition de quelques mois. On est à quelques années maintenant. Chaque fois, on repousse, on renégocie. Justement, elle n'est pas encore une fois, disons, un mouvement uni homogène capable d'imposer quoi que ce soit maintenant aux États. Et ensuite, disons, elle n'a pas les moyens de sa politique. C'est vrai, on va peut-être prendre des sanctions, encore de l'embargo, qui font souffrir les populations sans pour autant donner les résultats qu'on veut. La diplomatie togolaise a d'ailleurs assuré avoir convenu du contenu et d'un timing de la transition sans donner plus de précision en ce sens. Pas les moyens de sa politique, de ses ambitions. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Diop? Bon, c'est difficile parce que certainement que le grand frère, s'il le dit, c'est en connaissance de cause. Comme il est souvent, comment dirais-je, il connaît un peu comment ça se passe au niveau de la CEDEAO. Moi, je me garderai de faire des commentaires dans ce sens-là, mais certainement quand même, il sait sur quoi il se repose pour le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une organisation qu'il ne faut pas minimiser. Mais est-ce qu'elle n'a pas manqué le coche plusieurs fois? Bon, vous savez, souvent, par rapport aux États, c'est très difficile. Parce que ce n'est pas la CEDEAO qui est quand même le président du Mali ou bien le... Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, la CEDEAO, c'est une organisation dont nous tous, nous sommes membres. Est-ce que vous voyez? Donc, si par exemple, membre faillit à quelques-unes de ses obligations, mais normalement, l'organisation doit tirer des conséquences par rapport à cela. Mais quand tu tires des conséquences, souvent c'est difficile parce que tu te dis, est-ce que c'est la population? Est-ce que finalement ces sanctions ont de l'effet sur les dirigeants? Est-ce que ces sanctions produisent l'effet escompté? Il y a plein de données à prendre en compte pour se dire qu'on va lancer une aventure militaire pour pouvoir chasser ceci. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut aller pas à pas. Souvent, c'est la diplomatie qui doit vraiment... on doit plus mettre l'accent sur la diplomatie plutôt que des menaces et autre chose. Est-ce que vous voyez? Mais je me dis, en tout état de cause, le fondement même, c'est nous, quoi. Par rapport à nous-mêmes, par rapport aux engagements que nous prenons. En tout cas, nous sommes maîtres de notre destin. Ça, il faut le comprendre. C'est vrai que nous faisons tous partie de la même organisation, mais quelque part, cette souveraineté, ce n'est pas un vain mot. Mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On peut, par exemple, passer la nuit à faire des commentaires là-dessus, mais il faut se dire que nous sommes maîtres de notre propre destin. Oui, et qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui réellement? Ce que vous dites là. Continuer de cette façon, c'est-à-dire qu'on ait
un président nommé et puis que les institutions continuent à fonctionner comme ça, ou bien qu'est-ce que nous voulons rétablir l'ordre constitutionnel et fonctionner en tout cas sur les bases de la constitution que nous avons quand même adoptée. C'est à nous-mêmes de décider notre sort par rapport à ce que vous cela. dites, la maître de notre destin au travers de tout ce que nous avons vu depuis le coup d'État au Mali et les coups d'État qui ont suivi. Est-ce que ce sont les États maintenant qui imposent leur agenda à la CEDEAO et non le contraire? Non, je n'ai pas dit... Vous savez, moi, ce que j'ai dit, pourtant, je pense avoir été très... Ce que j'ai dit, c'est que la CEDEAO, c'est une organisation à laquelle nous appartenons tous. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas à la CEDEAO de nous dicter notre conduite ou notre façon de vouloir organiser les choses. L'Union africaine, prenez le cas de l'Union africaine, il y a ces textes et tout qui font la promotion de la bonne gouvernance, la démocratie et tout, mais vous avez des États aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut parler de démocratie là-bas? C'est pour appuyer un peu ce qu'il est en train de dire par rapport à la CEDEAO. J'aime bien le cas guinéen. Vous voyez, Alpha Condé a changé la constitution hors délai accepté par les textes de la CEDEAO. Mais quand la CEDEAO est venue, il a juste dit, nous sommes souverains, nous ne sommes pas... la CEDEAO a tout fait, communiqué, truc, la Guinée s'est fermée. Mais quand il y a eu le coup d'État contre lui, vous voyez, ça a été la double peine pour la CEDEAO. Parce que quand elle est revenue, les populations ont dit non, vous étiez où quand il y avait cela. Donc, ce n'est pas facile. Comme il a dit, il faut qu'il y ait à l'interne des normes, des règles et des mesures qu'on soit capable d'élaborer et de respecter avant que d'autres ne veuillent nous imposer quoi que ce soit. Très bien, monsieur, nous retenons donc que c'est difficile. Nous allons conclure là-dessus. Merci à vous, monsieur Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, d'avoir été sur notre plateau. Merci à Massiré Diop du quotidien L'Indépendant également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À lundi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée.